Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le 23e organisé dans le cadre du projet Climavège. Le sujet d'aujourd'hui zoom sur la Bretagne et des travaux à l'échelle des filières. Donc, il a pour titre Le territoire face au changement, aux évolutions climatiques, opportunités de nouvelles filières en Bretagne. Je suis Solène Le Hérissé, je travaille à VG Police Ballet et on est chef de file de ce projet Climavège. Je remercie évidemment Christophe Taché qui a coordonné cette action et qui va vous présenter les résultats aujourd'hui. Sur la dia suivante, vous avez un rappel des modalités pratico-pratiques d'organisation de tout bon webinaire. Donc, pensez à couper vos micros. Il y a toujours des micros ouverts qui traînent, les caméras. Et j'en profite pour vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible dans les prochains jours. Pour revenir au projet Climavège sur la diapo suivante, donc Climavège, c'est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. C'est un projet qui implique 80 partenaires des régions Bretagne et Pays de la Loire autour de 24 tâches de travail. L'ensemble des actions sont articulées et structurées autour du triptyque que vous voyez là, eau, sol, plante, avec des actions vraiment de différentes natures. Il y a à la fois des ateliers participatifs de co-conception, des actions de recherche, plus de l'expé, etc., de la création d'outils également. Aujourd'hui, on est vraiment à l'échelle de la filière et donc c'est dans ce cadre-là que Christophe vous présentera ses travaux. Le projet, il est financé par les partenaires bien évidemment et par deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part, le Conseil régional de Bretagne avec l'ADEME d'autre part. Vous l'aurez compris, on est à la fin de ce projet. C'est la raison pour laquelle ces sessions de webinaire sont organisées. Je vais donc laisser la main à Christophe qui va vous présenter l'ordre du jour et je vous encourage à poser vos questions avec l'onglet conversation et il y aura un temps dédié à vos questions à la fin du webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Ah, À toi, Christophe. oui, sauf que j'arrive plus à bouger les. Si, ça y est. Donc, l'ordre du jour de ce webinaire, on va parler, mais très succinctement, c'est pas l'objet du webinaire, mais c'était plus un préalable des changements climatiques en Bretagne et de l'agriculture bretonne. Je vous présenterai les opportunités identifiées de nouvelles filières végétales et on fera un temps sur un outil pour tester la capacité d'un territoire à produire et mettre en marché de nouvelles productions végétales. Avec un exemple sur la filière lentilles, avec l'outil qu'on a développé. Ensuite, une petite conclusion et un moment de questions-réponses. Et n'hésitez pas à poser des questions à ce moment-là, mais vous pouvez aussi mettre des questions sur le chat si vous avez des questions de compréhension que vous souhaitez avoir au fur et à mesure. Donc oui, je suis Christophe Taché, je suis coordinateur de la tâche 1.7 Climavège et je suis comment dire, animateur pour la Chambre d'agriculture de région Bretagne. Tout d'abord, je voulais préciser qu'on avait travaillé en équipe pluridisciplinaire, une équipe composée de moi-même, animateur et ingénieur projet, de Jules Rio, qui est chargé de mission filière légumineuse, de Christelle Burel, qui est conseillère agriculture biologique, Maléie Trédan, plutôt sur le volet économique, Floriane Bouard, qui est conseillère climat carbone, Céline Bruzo, conseillère agronomie. J'ai oublié une personne, je m'en excuse, et je le mettrai dans comment dire, le document qui sera à disposition aussi. C'est Caroline Cocoal, qui est aussi conseillère agronomie et agriculture biologique. Laurence Lignot, chargée de mission climat carbone, et Marion Hassenforder, chargée de mission adaptation au changement climatique. Donc l'ensemble de ces personnes travaillent à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Alors tout d'abord, l'agriculture bretonne, elle est structurée autour de ces filières animales qui représentent 2 tiers de la valeur générée par l'agriculture, surtout en lait et en porc. Bon, je vous ai mis un graphe juste pour présenter rapidement. Vous voyez que le lait et le porc représentent plus de 20%. Après, on retrouve œufs, volailles et autres. Et les cultures, on a les cultures de céréales, les cultures fourragères, les légumes frais, qui représentent 6 et 5% de la valeur générée.
Au niveau des OTEC, c'est 2 tiers des des exploitations plutôt, qui sont spécialisées en production végétale, avec notamment 19% en grande culture et 7% en maraîchage horticulture. Juste, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une baisse des volumes de production animale depuis 2020 sur la volaille de chair et les gros bovins viande surtout. Un nouvel affaiblissement observé depuis 2021. Et puis 2019, la production laitière aussi a tendance à diminuer un peu. Et depuis 2022, le porc et les œufs, production d'œufs, sont aussi concernés par cette baisse de volume. En parallèle, on a une augmentation des surfaces en céréales et en néolioprotéagineux de l'ordre de 6% entre 2010 et 2023. Donc, on reste quand même avec une agriculture spécialisée dans l'élevage, et les surfaces en céréales notamment, mais aussi avec certains protéagineux, sont destinées essentiellement à l'alimentation animale. On est sur des rendements en culture en Bretagne qui sont proches de la moyenne française. Je vous ai mis sur l'année 2023 avec une comparaison avec 2022. Les quintaux, on voit que globalement sur le blé, le maïs, l'orge, on est globalement proche de la moyenne nationale. Peut-être un peu meilleur en pois protéagineux et puis en triticale, mais bon, je veux dire, c'est des cultures un peu moins significatives en termes de quantité. J'ai mis les surfaces, la répartition des surfaces en haut à droite. J'ai mis une comparaison avec 2022, parce qu'en 2022, on avait une sécheresse marquée, et en 2023, à l'inverse, on avait un printemps humide et puis un mois de juin qui était chaud. Donc, ça a profité à certaines cultures, notamment le maïs grain, mais ça a défavorisé le colza et les céréales. Au niveau du climat breton, on est sur un climat avec un gradient d'est en ouest qui influence les précipitations, et avec sur les zones côtières un climat doux littoral. On a néanmoins une évolution liée au changement climatique, avec de, de plus en plus des augmentations de vagues de chaleur en fréquence et en intensité, une évolution des températures moyennes annuelles, un renforcement des précipitations hivernales, une diminution des précipitations estivales, une raréfaction des jours de gel, une augmentation de la variabilité climatique. Donc ça a un impact sur les cycles climatiques qui s'accélèrent, sur le risque de sécheresse estivale et le risque d'inondation hivernale. Il y a aussi certaines pressions parasitaires et accidents climatiques qui sont augmentés. Donc, pour conclure sur cette première partie, il y a une nécessité d'adaptation des cultures à plus de chaleur et surtout plus de variabilité. Et les grands principes d'adaptation, c'est anticiper, sécuriser et diversifier. Je vais parler justement de la diversification à travers on va pas dire des nouvelles cultures, mais des nouvelles opportunités. On a identifié 9 filières qui étaient en développement en Bretagne. Je commence par celles qui sont tout en bas, en fait, la filière patate douce filière. Les cultures de patates douces et d'arachides, on n'a pas été au-delà de l'identification, parce que c'est pas vraiment des filières, c'est plutôt des initiatives de maraîchers en vente directe. Donc il y a effectivement c'est des productions qu'il n'y avait pas il y a quelques années et qui sont apparues, mais elles font pas l'objet d'une mise en place d'une filière à proprement parler, sinon, comment dire, de la vente directe. On a une initiative d'un producteur de faire de la tomate plein champ. Donc c'est pareil, ça ouvre entre guillemets des possibles, mais on n'a pas été au-delà en termes de mise en place d'une fiche filière. On a identifié la filière vin viticole, enfin vigneron plutôt. Sur la Bretagne, on a une quarantaine de vignobles aujourd'hui qui sont plantés et qui sont tous regroupés au sein de l'association des vignerons bretons. Alors je dis pas que tous les vignobles sont regroupés, mais de la quarantaine dont je parle. Mais la filière a été analysée par d'autres tâches dans Climavège. Donc on n'est pas rentré dans le détail au-delà de ce qui a été fait par les autres, justement la Chambre d'agriculture des Pays de Loire et puis le lycée Edgar Pisani. Par contre, on a développé un peu plus sur la production de mini pastèques, de thé, de pois chiches,
de lentilles et de tournesol qui font l'objet d'une fiche filière. Je vais vous présenter ce qu'on appelle une fiche juste après. La mini pastèque, elle présente des intérêts parce qu'elle se cultive dans les serres qui sont utilisées pour les tomates. Alors ça peut être des anciennes serres ou des serres, comment dire, un peu fatiguées, on va dire, qui ont servi pour les tomates. Et surtout, l'autre avantage par rapport à la tomate, elle ne nécessite pas de chauffage. C'est les mêmes engrais, c'est les mêmes intrants que pour la tomate. La filière thé, elle se développe doucement. Il y a deux associations qui sont en place et qui comment dire, commence à commercialiser à la fois du thé et des plants de thé. C'est peut-être les plants qui aujourd'hui tirent un peu la filière. La filière pois chiches, lentilles, en fait tout ce qui est légumineuse à graines, il y a une grosse demande de la part des collectivités locales et des restaurateurs parce qu'une demande accrue un peu de remplacement comment dire, des protéines animales, enfin de substitution pour les protéines animales. Et notamment, la lentille est très utilisée dans les cantines scolaires. Et aujourd'hui, on est surtout sur des produits, je parle des légumineuses à graines en général, pour l'alimentation humaine, sur des produits qui sont importés. Donc, il y a tout un intérêt et il y a un écosystème qui se met en place sur l'ensemble de la Bretagne, l'ensemble de l'Ouest même, pour, avec l'association Lego, pour travailler sur ces légumineuses à graines de manière à substituer déjà les importations, voire augmenter les consommations. Et puis j'ai mis comment dire, en bleu lentilles et tournesol parce que non seulement elles ont fait l'objet d'une fiche filière, mais aussi d'une analyse un peu plus poussée de la filière. On a choisi lentilles, tournesol. Lentilles, je viens de vous expliquer, euh, à la fois un écosystème ouest de la France qui s'est mis en place et aussi un intérêt fort des collectivités locales. Le tournesol, pardon, il y a un intérêt qui se ravive là en ce moment. Il y a des surfaces supplémentaires qui ont été plantées ces dernières années. Il y avait historiquement du tournesol vraiment au sud-est du Morbihan notamment. Mais on voit des surfaces supplémentaires et on voit des plantations qui ont lieu jusqu'à Pontivy. Pontivy, c'est au centre Bretagne. Euh, je passe la diapo. Et puis, il y a une étude prospective 2050 réalisée par le groupe SCET et le bureau T qui montre qu'en fait, la Bretagne, globalement, c'est-à-dire les trois départements, hormis le Finistère, sont à vulnérabilité moindre pour la production de tournesol. Donc, a priori, comment dire, il y aurait une remontée du tournesol, effectivement, dans des secteurs on va dire centre-ouest, mais on pourrait imaginer un développement de la filière sur aussi la Bretagne. Donc, les cinq filières dont je vous ai parlé ont fait l'objet d'une fiche chacune, donc qui seront bien sûr mis à disposition et qui seront comment, publics, enfin rendus publics après le 13 mars. Je vous présente juste une fiche, si elle veut bien venir. Ah, bah, du coup, je suis allé trop loin. Excusez-moi. Donc la fiche tournesol, en fait, les fiches, elles sont toutes rédigées à peu près de la même façon. On a identifié les auteurs de la fiche et à la fin de la fiche, vous avez les coordonnées de la personne qui a rédigé la fiche. Il y a au début un petit rappel, comme je vous ai fait tout à l'heure, de l'agriculture bretonne et du climat breton et son évolution. Ensuite, un état des lieux un peu de la filière au niveau français et au niveau Bretagne. Il y a dans un petit rond bleu là ce qu'on a envie de faire ressortir concernant la filière. Alors j'ai un peu de mal à faire venir la suite. Excusez. Voilà. Donc ensuite on a une description un peu de la conjoncture, des débouchés possibles, les notes en France mais aussi en Bretagne. On a les zones de production privilégiées. Si on parle du tournesol, on est sur surtout la partie sud, mais comme je disais, ça peut monter jusqu'au centre comment dire, de la Bretagne. On a mis quelques données climatiques, le potentiel avec les avantages et les inconvénients vus par les producteurs et par les acteurs de la filière, les autres acteurs de la filière.
Les défis de la filière, pareil, c'est vu par les producteurs et autres acteurs positionnés. On a les acteurs positionnés en, comment dire, en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique. À chaque fois, on a repris, enfin, on vous avez décrit plutôt les sources que vous pouvez aller consulter. Et puis pour la filière tournesol, on a mis les gens qui ont été interrogés. Donc il y a à la fois des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, un élu champ d'agriculture qui est aussi élu de la FOP, un commercial de la coopérative Ureden, un responsable tournesol chez Limagrin, etc. Et aussi un responsable développement sur le Gouessant. L'idée étant d'avoir un peu l'avis de l'ensemble des personnes de la filière. Et puis on s'est basé aussi sur de la bibliographie par ailleurs. Donc ça, c'est l'exemple d'une fiche filière, vous en avez quatre autres. Le constat qui est fait sur les 5 nouvelles filières qu'on met en avant là, c'est d'abord que le climat, en tout cas dans les zones où peuvent se développer ces filières, surtout on va dire le sud Bretagne, mais ça peut être au-delà, hein, comme je disais, ça va jusqu'à Pontivy pour le tournesol, comment, oui, pour le tournesol, et puis on a d'autres cultures, je pensais aux vignes par exemple, qui sont un peu sur l'ensemble de la Bretagne, même s'il y a une préférence pour le sud. Le climat n'est pas forcément le premier frein pour le développement des filières. Un des freins importants, c'est la concurrence avec d'autres cultures pour la mise en place, le semis, la disponibilité de matériel au moment où on veut semer, la récolte, pareil, le séchage et le stockage. Alors, c'est valable pour le tournesol, les lentilles, les pois chiches. On est souvent sur des marchés de niche avec des coûts de production élevés. C'est le cas du thé, c'est le cas aussi. Enfin, il y a aussi une concurrence très forte de l'étranger sur le thé et la mini pastèque. On a des rendements qui peuvent être, en ce moment en tout cas, en Bretagne, un peu inférieurs aux zones de production que je dis traditionnelles, c'est-à-dire les zones où la production est déjà ancrée depuis longtemps. C'est valable pour le tournesol, les lentilles, les pois chiches, avec parfois une qualité inférieure en taille notamment la taille du grain et puis les taches sur les pois chiches par exemple, qui peuvent interroger sur le consentement des collectivités ou des restaurateurs à payer un prix qui doit être correct pour rémunérer l'agriculteur, mais avec entre guillemets, une qualité qui est encore à parfaire, entre guillemets. Bon, on est sur des filières naissantes, en fait, hein. Et puis, comment dire, des freins aussi, c'est les outils de tri qui ne sont pas disponibles en Bretagne. Pour la lentille, pour le pois chiche, par exemple, les produits vont être triés en Vendée. Et ou pour la transformation qui se fait en Bretagne, c'est le cas par exemple du tournesol qui est transformé à Saint-Nazaire, vous me direz c'est pas loin de la Bretagne, hein, dans l'entreprise Cargill, ce qui ajoute des frais logistiques. Donc je dirais ce que nous on a retenu, c'est que c'était pas forcément l'aspect climatique qui bloque le grand développement de ces filières-là, mais d'autres sujets, quoi. On a développé comment dire, un outil qu'on appelle le démonstrateur de filière pour pouvoir analyser de manière plus fine deux filières. Donc, on a commencé à analyser le tournesol. On a été bloqué en fait par une année avec comment dire, un printemps très pluvieux où on n'a pas pu implanter en fait les surfaces tournesol prévues. Bon, on avait fait un choix un peu risqué de travailler justement sur le secteur centre-Bretagne, ce secteur de Pontivy, avec des agriculteurs qui mettent du tournesol relativement régulièrement, mais qui, cette année, ont un peu... enfin, ils n'ont pas hésité, ils ont décidé de ne pas en mettre parce que c'était déjà tardif pour le semis. Donc, ils sont partis pour remettre du maïs, comme ça se fait plutôt d'habitude. Donc, le démonstrateur n'a pas été jusqu'au bout. Et par contre, sur la lentille, on a effectivement, et je vous présenterai cet exemple juste après. Donc, ce qu'on appelle un démonstrateur de filière, c'est un test grandeur nature qui mobilise tous les maillons d'une filière pour assurer la montée en compétences collectives, c'est-à-dire la faisabilité technique, technologique, économique, et puis pour que tout le monde monte en compétences sur la connaissance des marchés. C'est aussi partager les enjeux à tous les maillons de la chaîne, donc mettre en relation les partenaires et identifier et partager par tous les enjeux qui s'expriment du champ à l'assiette, c'est-à-dire si je prends les légumineuses à graines, c'est un enjeu de contractualisation, de sécurisation, entre guillemets, des agriculteurs qui sèment et qui ne sont pas sûrs d'avoir une récolte, je veux dire, suffisante, entre guillemets, pour rentrer dans leurs frais.
la filière peut néanmoins contractualiser avec eux. Il y a déjà des contrats qui existent, hein, dans les, comment dire, dans les légumes destinés à l'industrie, qui permettent un peu de pallier ces variabilités annuelles, mais bon, elles ne sont pas encore mises en place, entre guillemets, pour les nouvelles filières. Justement, j'ai peut-être été un peu vite, c'est poser les bases de la contractualisation avec la sécurisation et l'optimisation de la chaîne des approvisionnements. Il y a des années où on a eu du mal à s'approvisionner, ça a été encore le cas cette année, par exemple en semences. Aussi parce qu'on n'est pas dans la zone principale de production. Et puis, il y a aussi un enjeu de communiquer auprès d'un large public. Ce qu'on entend par large public, c'est non seulement les agriculteurs, leur montrer que ça avance, mais aussi les techniciens des différentes structures, mais aussi les potentiels prestataires de services et les acheteurs que peuvent être des collectivités locales, que peuvent être des restaurateurs ou des transformateurs. Les principes d'un démonstrateur, c'est d'abord avoir une zone géographique bien définie. Alors, elle peut être de dimensions variables. Si je prends l'exemple sur le démonstrateur qui a été mis en place cette année, enfin 2024, sur les lentilles, on a travaillé sur le sud Finistère-Morbihan, sud-Bretagne, quoi. Il regroupe simultanément plusieurs initiatives de tests multi-acteurs. C'est-à-dire qu'il y a eu, là en l'occurrence, il y a eu plusieurs parcelles qui ont été mises par différents acteurs, enfin avec différents acteurs autour. Et l'idée, l'idée, c'est pas tellement de mettre des essais en place. Ça n'a pas la valeur d'un essai en station ou autre. C'est bien de mettre les acteurs autour de la table, autour d'une parcelle. Je devrais pas dire autour de la table, mais autour de la parcelle, et de discuter avec eux de où se situent les difficultés, soit d'appro, soit de conseil, au moment de la récolte et post-récolte. On est bien sur un dispositif de test avec une mutualisation des références acquises en s'accordant le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah tiens, ça n'a pas bien marché cette année pour telle et telle raison, à la fin du démonstrateur. Et puis, il repose aussi le démonstrateur sur la mobilisation générale des acteurs, qu'ils soient économiques, techniques et des territoires. Le processus d'un démonstrateur, c'est la première étape, le recueil des besoins et le recensement des dynamiques de production existantes. Donc, c'est des interviews en fait auprès des différents acteurs de la filière et une première prise de contact. Ensuite, une analyse de l'adéquation entre l'offre et la demande existante et l'idée d'acter auprès de chacun des acteurs, faire un tour de table et voir qui est prêt à justement travailler à travailler au sein du démonstrateur et de définir le rôle de chacun. Ça sera peut-être plus clair quand je le détaillerai après pour la lentille. Ensuite, il y a la mise en place du test et l'analyse des premiers enseignements techniques et économiques et la capitalisation pour améliorer les pratiques. Et enfin, il y a un temps fort avec création d'outils de communication pour communiquer sur ce qui a été capitalisé et ce qui peut encore être amélioré. En 2024, le démonstrateur qui a été mis en place sur la filière lentilles, il y a eu un recueil des besoins et des dynamiques des productions existantes. Il y a eu l'identification de tous les partenaires, de tous les acteurs, tous les partenaires du démonstrateur, tous les acteurs de la filière. Donc, que ce soit pour la culture en elle-même, le matériel de culture, mais aussi pour post-récolte, le triage, le stockage, la première et deuxième transformation, aussi des partenaires pour la distribution et la restauration collective. Donc la zone, je le disais, c'était Morbihan et Finistère Sud. Les partenaires, ça a été Resagri 56 et Resagri 29, qui sont des associations de développement agricole et qui ont organisé 4 rendez-vous bout de chance sur ces parcelles. En fait, il y a eu 6 parcelles sur 15 hectares qui ont été mis avec 2 modalités, lentilles avec seigle et lentilles avec moutarde. Les parcelles ont été visitées par 91 participants, c'est 4 rendez-vous. Il y avait 43 producteurs qui sont venus, qui sont déplacés, des techniciens de culture, des prestataires, hein, notamment entreprises, mais pas que, des élus et des responsables, des élus locaux et des responsables de cantines scolaires. Donc, au-delà des producteurs, des associations de développement agricole, là, il y avait la coopérative Terre de l'Ouest qui a mobilisé 4 adhérents pour justement choisir des parcelles adaptées et former les producteurs et qui a assuré aussi une contractualisation
avec ses producteurs. Il y a 3 collectivités qui nous ont suivis sur ce sujet-là. Donc le parc naturel régional d'Armorique, Concarneau, Cornouailles agglomération et l'agglomération de Lorient, pour lesquels il y avait un intérêt pour les restaurants collectifs, notamment dans le cadre de la loi, pardon, oui, la loi Egalim, mais aussi leur PAT, projet alimentaire territorial. Dans les partenaires, même si elle n'est pas en Bretagne mais en Vendée, il y avait la CUMA La Trieuse, qui doit trier les récoltes aujourd'hui. Et puis la Chambre d'agriculture qui était à l'initiative, qui coordonnait, qui a suivi les parcelles avec la coopérative. Le démonstrateur 2024, ça a été, comme je disais, 4 bouts de champ, 4 parcelles plutôt implantées, qui ont fait l'objet de visites avec différents partenaires, donc à Trégarvan et Fouesnant dans le Finistère Sud, à Zazac-Lochrist et à Plescope dans le Morbihan Sud. Les grands enseignements au niveau des cultures, on doit encore affiner l'association lentilles avec d'autres plantes qui servent en fait, de tuteurs pour éviter trop de verse. La gestion du désherbage complexe avec une année météo humide. C'est un peu la spécificité aussi de la météo de cette année. Le test de fauchage en drainage qui permet de gagner du temps au moment du séchage. Ce qui est positif, c'est qu'il y a 100% des parcelles qui ont été récoltées. Ça fait environ 10 tonnes qui sont aujourd'hui à traiter, malgré une implantation tardive. Et l'après-récolte, la solution de tri, elle est extérieure à la Bretagne. Il y a des coûts logistiques et des délais de tri qui sont importants. Au stade où on en est aujourd'hui, le tri n'est pas encore fait, donc on a un rendement sorti parcelle, mais on n'a pas un rendement sorti du tri aujourd'hui. Au niveau de la commercialisation, comment on a notamment la coopérative Terre de l'Ouest a besoin de tester le marché, de fixer les prix, d'identifier les volumes. Et puis, on a voulu faire vérifier la qualité de la production et voir si ça répond aux attentes. Donc, il y a une partie du volume qui va être, une fois trié, qui va être distribué auprès des cuisiniers des cantines scolaires qui vont faire eux-mêmes leurs propres tests et nous restituer un peu leurs avis sur ces produits. Au niveau économique, on avait cette année une sécurisation de la rémunération du producteur par le maintien d'une marge qu'a décidé Terre de l'Ouest correspondant à la marge petit pois conserve. Il y a des références qui ont été acquises au niveau technico-économique, qu'on doit de toute façon compléter après les ventes sur les récoltes 2025. Je vous ai dit, le tri n'est pas fait, donc la vente n'est pas encore faite. Et puis, on a sur le matériel culture, sur le matériel de récolte, sur le triage, le stockage, première et deuxième transformation, distribution, toujours un travail à poursuivre. Comme je l'ai écrit, les partenaires sont autour de la table aujourd'hui. On était autour des champs au départ et maintenant on est passé autour de la table, mais le travail se poursuit. Donc, il y a 2 fiches démonstrateurs qui ont été faites. La première sur la création de la filière, des filières légumineuses, mais de la filière lentilles. Donc la fiche, elle est pas complètement complète puisqu'on l'arrête aujourd'hui, mais comme je vous disais, on n'est pas allé jusqu'à la partie commercialisation. Et il y a une deuxième fiche qui a été débutée, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, le démonstrateur n'a pas été jusqu'au bout. Mais néanmoins, on a une fiche d'analyse du développement de la filière tournesol qui a été produite. J'ai peut-être été un peu vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est le moment des questions. Il n'y a pas eu de questions, en tout cas en cours de présentation, mais ce qui n'empêche pas d'en poser maintenant. Si vous avez des interrogations, vous pouvez aussi soit le mettre dans le chat, soit ouvrir votre micro, hein, si vous souhaitez prendre la parole en direct, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Bon. Bon, pas de question. Ah, Si. si. Allez-y, Louana. Oui, bonjour. Du coup, Louana Di Nicoli. Je travaille chez ECOAC, donc je suis consultante climat-énergie. Je voulais savoir,
Euh, du coup, pour soutenir un peu la transition justement des filières végétales, est-ce que vous avez des attentes spécifiques vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment des collectivités territoriales qui pourraient venir soutenir cette transition? Peut-être Julie, tu pourrais nous aider pour la réponse? Oui, bonjour, merci pour cette question, Louana. Donc effectivement, les pouvoirs publics peuvent agir et à différents niveaux, hein, puisque effectivement, elles vont pouvoir se positionner tout au long de la chaîne en appui, hein. La première, c'est effectivement d'être au contact des producteurs autour de développement de pratiques, nouvelles pratiques agricoles, hein, et adaptation des systèmes de production. Les collectivités vont être aussi en soutien auprès des acteurs plus en aval de la filière, du point de vue de l'implantation d'outils, par exemple, hein, qui sont nécessaires finalement dans le cadre de la structuration de filière, parce que la question de la gestion post-récolte, comme toutes les activités autour de la collecte, de la stabilisation, du tri et du stockage, eh ben, c'est des étapes obligatoires aujourd'hui et des conditions de réussite pardon, pour structurer de la filière, en tout cas en tant que filière longue, j'ai envie de dire. Et puis enfin, au bout de la chaîne, eh ben, les collectivités peuvent être parfois acheteuses aussi de matières premières. Donc là, il y a toute la pédagogie à avoir pour expliquer l'intérêt aussi de se tourner peut-être vers une origine plus locale et tester en fait avec toute une communauté de chefs cuisine pour voir si la qualité de la graine produite localement peut y répondre. Donc oui, effectivement, les collectivités ont complètement un rôle à jouer. Très clair, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a une autre question dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez la poser, Monsieur Roland. Ah oui, est-ce qu'il y a un lien prévu? Ah oui. Je- la filière T, on regardera, on essayera de vous répondre. Sinon, Céline, Céline Pobel de l'ADEME. Moi, j'avais une question. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu d'autres démonstrateurs sur les autres filières citées là c'est Non, dans le cadre de Climavège, il n'y a que 2 démonstrateurs qui ont démarré, D'accord, donc sur lentilles et sur tournesol. très bien, merci. Après, l'idée, c'était de consolider, enfin construire et consolider une méthode, hein, d'analyse de filière, quoi. Il y a d'autres questions? on va pouvoir conclure, je pense, si Ouais. vous n'avez pas d'autres interrogations en suspens. Et passer à la dia suivante, si tu peux, Christophe. Oui. Vous dire que, voilà, comme je vous le disais en introduction, il y a eu toute une série de webinaires qui a été organisée dans le cadre du projet Climavège. Je vous remets dans la conversation le lien vers la page qui répertorie l'ensemble de ces webinaires. Il y en a encore deux à venir. Donc un lundi autour des systèmes fourragers et un le 11 mars sur le système racinaire des choux-fleurs et mieux comprendre ce qui se passe dans le sol. Donc du coup, n'hésitez pas à vous inscrire si c'est des sujets qui vous intéressent. Les autres webinaires sont disponibles en replay sur cette même page. Donc vous pouvez bien évidemment également diffuser l'information et regarder les webinaires qui vous intéressent, les replays qui vous intéressent. Je le disais tout à l'heure, donc le projet Climavège se termine. Alors là, c'est plus une information. On va organiser une journée finale le 13 mars prochain, pardon. On prend des inscriptions sur liste d'attente aujourd'hui parce que la journée rencontre un vif succès.
Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez essayer de sur liste d'attente, mais c'est vrai que ça risque d'être serré. En tout cas, il y aura des livrables également suite à cette journée qui seront rendus disponibles et que vous pourrez regarder, type poster, courte vidéo, etc. Donc ça, on continuera à le valoriser après la journée. Si vous avez des interrogations sur le projet ClimaVeg en tant que tel, n'hésitez pas à revenir vers nous au sein de l'équipe VG Police Valais. Et si vous avez des questions sur la tâche qui a été présentée aujourd'hui par Christophe, de même, n'hésitez pas à revenir vers lui en direct. Ce sera un plaisir de répondre à vos interrogations. Sur ce, écoutez, on vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.